Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. La Voie lactée est une galaxie plutôt grande et massive comparée à celle qu'on peut observer autour de nous. En son centre, une source radio très puissante nous indique la présence d'un trou noir supermassif, d'une masse estimée à 4 millions de fois celle du Soleil. Si ces chiffres vous donnent le vertige, vous allez adorer faire connaissance avec le trou noir qui siège au centre de la galaxie Olmberg 15A. Cette dernière évolue à 700 millions d'années-lumière du système solaire. Il s'agit d'une galaxie qualifiée de supergéante, bien plus grande et massive que la Voie lactée. Son trou noir central est donc lui aussi plus imposant que Sagittarius à étoiles, beaucoup plus imposant. Sa masse a été estimée à plusieurs reprises par des méthodes indirectes. Les estimations s'étalent de 2 à 310 milliards de masses solaires. Pour mieux cerner ce monstre cosmique, une équipe d'astronomes l'a observé pendant 2 nuits à l'aide de l'instrument MUSE installé sur le VLT. Cela leur a permis d'estimer les vitesses de rotation des étoiles évoluant près de ce trou noir. Une mesure plus directe et donc plus précise que celles effectuées auparavant. Armés de cette information, ils ont modélisé sa masse et sont arrivés au chiffre ahurissant de 40 milliards de masses solaires. Un trou noir 10 000 fois plus massif que le géant qui se cache au centre de la Voie lactée. À cette échelle, certains astronomes préfèrent parler de trous noirs ultramassifs. On estime que le plus gros d'entre eux est celui qui se cache au sein de la galaxie TON 618. Sa masse est estimée à 66 milliards de masses solaires. La méthode de mesure est cependant moins fiable que pour Olmberg 15A. Il pourrait donc perdre sa couronne au gré de nouvelles estimations. Une fois ces nombres sur la table, il reste à comprendre comment des trous noirs ont pu atteindre une masse aussi démentielle. Olmberg 15A pourrait être le résultat de la fusion de 2 ou de plusieurs grandes galaxies. On peut alors se demander s'il y a une limite à ce processus d'accrétion. Découvrira-t-on un jour des trous noirs de plusieurs centaines de milliards de masses solaires ? Avant d'en arriver là, Sagittarius à étoiles n'est lui pas près de se faire oublier. Le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée vient de piquer une grosse colère. Observé presque en continu depuis maintenant 20 ans, il nous avait habitués à un comportement plutôt stable. Pourtant, pendant quelques heures, sa luminosité dans le proche infrarouge a été multipliée par 75. L'événement a été observé le 13 mai par l'observatoire Keck situé à Hawaï. Le trou noir a déjà connu quelques éruptions de ce type, mais jamais d'une telle intensité. Plusieurs explications sont sur la table. Il s'agit peut-être d'une variation normale, mais rare pour le trou noir supermassif. Il faudrait donc inclure ce type d'événement dans les modèles de son comportement. Autre explication, l'environnement immédiat du trou noir a peut-être connu une perturbation. On sait que Sagittarius à étoiles est orbité de très près par quelques étoiles et autres nuages de poussière. Leur fragile équilibre gravitationnel a pu être perturbé, ce qui aurait entraîné une chute de matière dans le disque d'accrétion du trou noir et le pic de luminosité observé. On comprendra probablement mieux ce type d'événement en continuant la surveillance de Sagittarius à étoiles, voire même en produisant une image de son horizon des événements. On va continuer ce DNDE avec l'actualité des lanceurs. Et de ce côté-là, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Le marché des smallsats est en pleine expansion. Une belle pomme que beaucoup d'acteurs aimeraient bien croquer sur tous les continents.
Le 25 juillet dernier, l'entreprise iSpace est devenue le premier acteur privé chinois à atteindre l'orbite. Son lanceur, Hyperbola One, a placé avec succès 5 petites charges utiles en orbite basse. Quelques semaines plus tard, le 17 août, c'est le lanceur Jielong One qui réalisait le même exploit. Il est développé par China Rocket Co., une société affiliée à l'entreprise d'État Kalt. Après avoir enchaîné les échecs, les entreprises chinoises sont donc maintenant capables de proposer au moins 2 lanceurs dédiés au SmallSat. Il pourrait y en avoir beaucoup plus dans les mois et les années qui viennent. Face à l'arrivée de cette concurrence à bas coût, les acteurs déjà installés sont forcés d'innover pour conserver un avantage. Rocket Lab, qui opère le lanceur Electron depuis un peu plus de 2 ans, souhaite dorénavant le rendre réutilisable. L'entreprise a présenté une architecture à base de parachutes et d'hélicoptères qui devrait lui permettre de récupérer ses premiers étages, avec à la clé une baisse des prix de lancement. Cela ne sera peut-être pas suffisant. L'entreprise chinoise Link Space est sur le même créneau, et elle a procédé à une démonstration impressionnante le 9 août. Son démonstrateur LRV-T5 s'est élevé à 300 mètres dans les airs avant de revenir se poser sur son aire de lancement façon SpaceX. Le tout avec une marge d'erreur de seulement 7 cm. Le prochain essai devrait amener le démonstrateur jusqu'à 1 km d'altitude. Tout le monde ne s'en sort pas aussi bien. Vector, une des entreprises les plus avancées dans le développement de son micro-lanceur, vient d'annoncer qu'elle suspend ses opérations après s'être séparée de son PDG. L'annonce est tombée le 9 août, soit seulement 2 jours après que l'entreprise ait décroché son premier contrat de la part de l'US Air Force. Il semblerait qu'un des principaux investisseurs dans l'aventure ait décidé de se retirer. Il faut dire que la compétition a de quoi faire peur. En plus des très nombreuses startups qui développent des micro-lanceurs, les gros poissons ont aussi l'intention de s'offrir une part du gâteau. Ariane Espace et SpaceX ont toutes deux annoncé la mise en place de services dédiés au lancement des SmallSat. L'entreprise européenne va ainsi dédier un tir d'Ariane 6 aux petits satellites en 2022. SpaceX de son côté souhaite réserver une Falcon 9 par an pour cette activité à partir de 2020. Puisqu'on parle de SpaceX, on va quitter le monde des micro-lanceurs pour celui des méga-fusées. Le démonstrateur Starhopper de l'entreprise a réalisé son premier véritable vol atmosphérique le 25 juillet. Son moteur Raptor a été mis à feu pendant une vingtaine de secondes pour lui permettre de s'élever à 20 mètres d'altitude. L'entreprise veut procéder à un vol plus ambitieux, jusqu'à 200 mètres d'altitude dans les jours qui viennent. Après ça, les 2 prototypes orbitaux actuellement en construction devraient prendre le relais. Certaines photos du site de Cocoa en Floride laissent penser qu'un booster Super Heavy est déjà en cours d'assemblage. On rentrera dans les détails du Starship la semaine prochaine. Si on a de la chance, le Starhopper aura réalisé un nouveau vol et Elon Musk nous aura donné une nouvelle présentation de l'architecture. Probablement de quoi remplir tout un dossier de l'espace. En attendant, la NASA semble de plus en plus séduite par ce projet pharaonique. Elle a annoncé qu'elle allait collaborer avec l'entreprise sur le sujet du ravitaillement en orbite. Une technologie clé pour permettre le voyage lunaire et martien. Bref, il s'est passé bien des choses en ce mois d'août 2019, et la fin de l'année promet d'être encore plus excitante. Pour boucler ce DNDE de la rentrée, on va parler de la Lune et de tardigrades. En avril dernier, l'atterrisseur israélien Bereshit s'est écrasé sur notre satellite. La mission a échoué à quelques encablures seulement de l'arrivée. SpaceIL, l'entreprise qui a construit l'atterrisseur, souhaite maintenant se projeter vers une nouvelle cible. Bereshit devait essentiellement faire la démonstration de sa capacité à atteindre la surface lunaire. Il embarquait tout de même une charge utile scientifique, un magnétomètre et un réflecteur laser.
De manière plus triviale, l'atterrisseur comprenait aussi une capsule temporelle avec des dessins d'enfants, une version complète de Wikipédia en anglais ou encore des échantillons génétiques. Plus surprenant, on vient d'apprendre que cette capsule comportait par ailleurs une population de tardigrades, de tout petits animaux réputés pour leur résistance à toute épreuve. On les sait capables de survivre à des températures, des pressions et des niveaux de radiations extrêmes. Autrement dit, ils constituent de parfaits petits explorateurs spatiaux. Ils ont été déshydratés, placés en hibernation et englués dans de la résine. Dans cet état, il est très probable qu'ils aient survécu au crash. Sans eau à proximité pour se réhydrater, ils restent dans un état dormant. Il n'y a donc pas de risque de contamination planétaire. Mais ces êtres microscopiques pourraient potentiellement être ramenés à la vie après des dizaines, voire des centaines d'années à la surface de notre satellite. C'est l'organisation Ark Mission Foundation qui a placé ses passagers sur l'atterrisseur. Elle s'est donnée pour mission d'organiser des sauvegardes de la vie et des connaissances humaines un peu partout sur Terre et dans le système solaire. Elle compte retenter de placer une de ses librairies sur la Lune en 2021 à bord de l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotics. On va reparler de la Lune bien avant ça. Si tout se déroule comme prévu, c'est aujourd'hui que la mission indienne Chandrayaan-2 doit s'insérer en orbite lunaire. Elle procédera à 4 manœuvres d'ajustement de sa nouvelle orbite, les 21, 28, 30 août, puis le 1er septembre. La tentative d'alunissage aura, elle, lieu le 7 septembre. Un petit rover sera alors déployé pour quelques jours d'exploration. Pour New Delhi, il s'agit de la première tentative d'alunissage non destructif. Comme on l'a vu avec Bereshit, c'est une opération qui est loin d'être anodine. En cas de succès, l'orbiteur, l'atterrisseur et le rover pourraient fournir des résultats scientifiques très intéressants. Je vous invite à consulter le dossier de l'espace consacré à la mission pour en apprendre plus. Pour la prochaine mission lunaire, il faudra probablement attendre 2020. Chang'e 5, une très ambitieuse mission chinoise de retour d'échantillons, devait à l'origine décoller cette année. Mais les déboires du lanceur lourd Long March 5 laissent augurer d'un report d'au moins quelques mois. Voilà qui boucle ce DNDE de rentrée. Il nous reste encore pas mal d'actualités de ces dernières semaines à traiter, ce qu'on fera dans les futurs dossiers et espaces commentaires. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez donc pas à les partager en commentaire. Vous pouvez par ailleurs consulter la description pour retrouver toutes les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve jeudi avec un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.